C'est l'enquête que nous n'aurions jamais voulu faire. Notre agence de presse est installée au cœur de Paris, dans le quartier tranquille de la Bastille, dans cet immeuble, à gauche. Le hasard a fait que depuis 6 mois, nous étions les voisins de Charlie Hebdo, qui avaient emménagé sur le même palier, sous le nom de leur maison d'édition. Mercredi 7 janvier, notre équipe a été le témoin impuissant de l'attaque terroriste. Les premiers témoignages à la radio sont ceux des membres de notre agence. À travers la porte, j'ai vu 2 hommes avec des fusils d'assaut qui ont tiré un coup de feu. 2 hommes cagoulés avec une Kalachnikov, habillés comme un commando, qui disait Charlie Hebdo. On a entendu des tirs de Kalachnikov dans le bâtiment. Très nombreux, très nombreux. Pendant la fusillade, dans les bureaux de Charlie Hebdo, une partie de notre équipe tente de fuir par le toit. Un de nos journalistes filme avec son portable. Des policiers arrivent en VTT. À ce moment, les 2 tueurs sortent du bâtiment, lourdement armés. Les 2 terroristes parviennent à s'échapper. Les frères Kouachi ont assassiné un agent de maintenance, 10 personnes dans la rédaction de Charlie Hebdo et un policier au cours de leur fuite. Comment 2 djihadistes ont-ils pu s'introduire dans un journal sous protection policière? La menace terroriste a-t-elle été sous-estimée? Comment cela se fait qu'en France, un homme qui fait partie du top 10 des personnes menacées par Al-Qaïda dans le monde puisse être assassiné? Le drame de la sécurité, c'est la routine. Il ne se passe rien pendant 3 ans, pendant 4 ans, et finalement, on abandonne toutes les règles de sécurité. On ne peut pas vivre dans une cave avec 3 sas et 14 portes blindées. Sinon, autant vivre en prison, quoi. Pour comprendre s'il y a eu des failles dans la protection de Charlie Hebdo, nous avons rencontré des membres du journal, des voisins de l'immeuble, des gardes du corps, et remonté toute la chaîne de décision jusqu'au ministère de l'Intérieur. En 10 ans, la rédaction de Charlie Hebdo a déménagé 3 fois. En 2006, lors de la publication des caricatures de Mahomet, le journal est installé dans le Marais, au centre de Paris. À l'époque, les vitres des bureaux donnent directement sur la rue. Aujourd'hui, Charlie Hebdo est hébergé par Libération. Zineb El Razoui est la journaliste spécialiste des religions. Depuis l'attentat, elle est la cible de centaines de menaces de mort. Quand j'ai connu l'équipe, on était encore dans un immeuble qui avait pignon sur rue, qui affichait les dessins de Charlie sur les vitres qui donnaient sur l'extérieur. Et puis ensuite, j'ai vu un peu la descente aux enfers. La réceptionniste du journal préfère rester anonyme. Elle se souvient des premières menaces dès 2006, au lendemain de la publication des caricatures. 2 hommes passent devant, ils étaient habillés comme des salafistes, hein, robes, des barbes. Ils m'ont regardé et il y en a un qui m'a fait le signe qu'il allait m'égorger. 5-10 minutes après, j'ai reçu un appel téléphonique. Tu vas brûler vive, fais attention en rentrant chez toi. Je raccrochais et il rappelait, il me remenaçait. Et puis au bout d'un moment, je suis allée voir mon responsable et je lui ai dit là, je commence vraiment à avoir peur. Des policiers gardes du corps protègent Philippe Val, alors directeur du journal, ainsi que Cabu, qui avait dessiné la une sur les intégristes. En 2006, un quart de gendarmes surveille l'entrée pendant quelques mois. C'était rassurant. Rassurant d'abord parce que voilà, ça nous protégeait. Et puis aussi parce que c'était les institutions qui s'en chargeaient. C'est important de savoir que parce qu'on exerce un droit, les institutions nous défendent. Mais ces bureaux en plein cœur de Paris coûtent cher.
En 2011, le journal rencontre des difficultés financières et doit s'exiler à l'est de Paris. Charlie Hebdo loue alors des bureaux qui appartiennent à la mairie de Paris. La menace étant moins forte, la rédaction n'est plus protégée par la police. 2 mois plus tard, au moment des élections en Tunisie, l'hebdomadaire publie un numéro baptisé Sharia Hebdo. En pleine nuit, alors que les bureaux sont vides, des inconnus lancent un cocktail Molotov. Charb, le nouveau directeur du journal, a raconté son arrivée devant les locaux ravagés au journaliste Arnaud Vivian. Là, il a peur. Il a peur parce que quand il arrive, il voit personne parce que les pompiers sont déjà partis. Il a le sentiment que là, on est en train de le faire tomber dans un traquenard. Donc, il y avait quand même le sentiment de pouvoir être menacé à ce moment-là, chez lui. On est immédiatement remis sous protection. Charb, Luz, Ris ont une protection rapprochée. Le journal est contraint à déménager. La mairie de Paris leur propose des bureaux, toujours dans le 20e arrondissement. Cette fois, l'immeuble est sous haute protection. Il y avait un quart de police en faction. Il y avait une caméra quand les gens sonnaient à l'interphone. Mais ça faisait déjà partie de l'immeuble. Et une caméra qu'on m'avait installée pour ouvrir la porte, pour rentrer dans le local, en fait. Policiers, grilles, visiophones, des bureaux très sécurisés face aux menaces qui s'amplifient. Septembre 2012, après la publication de nouvelles caricatures de Mahomet, 2 hommes sont arrêtés en France pour avoir appelé au meurtre de Charb et de la rédaction. 6 mois plus tard, la pression s'accentue sur le dessinateur. Ce qu'il me raconte, et c'est là quand même où moi je tombe de ma chaise, c'est qu'en mars 2013, un internaute lui envoie donc des pages d'un magazine qui s'appelle Inspire, fait par Al-Qaïda, papier glacé, très beau, imprimé au Yémen, et qu'il y a une double page qui est donc un Wanted, Dead or Alive. Le magazine Inspire a notamment publié le mode d'emploi qui a servi à fabriquer les bombes des attentats de Boston. Des 11 personnalités visées, Charb est le seul Français. Il dit, quand je le vois, cette page, ça me fait rigoler. Il la montre à un journaliste qui est spécialisé dans le terrorisme et qui lui dit, c'est pas rigolo. C'est très important, c'est très grave. Et à ce moment-là, Charb va voir la police. La protection de Charb est renforcée. 3 gardes du corps le suivent en permanence. Pourtant, 6 mois plus tard, le ministère de l'Intérieur réduit l'équipe à 2 gardes du corps. Explication officielle, la menace avait baissé. Mais pour des syndicalistes policiers, le service manque de moyens. Abdelhalim Benzadi est l'un des gardes du corps du service de la protection. Aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas mettre 3 fonctionnaires sur chacune des missions. On ne peut pas le faire. On est en sous-effectif. La réalité d'un travail d'officier de sécurité, c'est des journées de 15 à 17 heures par jour. On a des crédits d'heures supplémentaires qui ont explosé. Des collègues qui ont 4-5 000 heures d'heures supplémentaires et qui sont dans l'incapacité de les poser. Lors de la réforme du service en 2013, 125 postes avaient été supprimés ou non remplacés. Certains gardes du corps seraient proches de l'épuisement. Policier à la retraite, Eric Stemlen est un ancien commissaire du service de la protection. En dessous de 3 policiers, 1 ou 2, c'est de l'accompagnement de sécurité, mais ce n'est pas ce que l'on appelle une protection rapprochée. Quand on a un niveau de menace tel qu'Al-Qaïda et qu'on est sur une liste nominative de personnes à abattre derrière Salman Rushdie, le fait d'avoir pris la décision de passer d'une protection rapprochée à un simple accompagnement de sécurité, c'est-à-dire 1 ou 2 policiers, c'est incompréhensible. Le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité apparaître dans notre enquête, mais affirme que la protection de Charb était à la hauteur de la menace. Au bout de 3 ans passés en périphérie, l'équipe cherche à regagner le centre de Paris. La mairie leur propose de déménager dans le quartier de la Bastille, rue Nicolas Appert, dans notre immeuble. Le choix est surprenant. Le bâtiment est mal protégé. Toutes les entreprises s'en plaignaient régulièrement.
Mamadou Kouyaté est le responsable du nettoyage de l'immeuble, dont il connaît tous les accès. Ici, on est au 10 Nicolas Appert. L'entrée principale du 10, c'est ici. Ça va chez Charlie Hebdo. Et puis, il y a cette entrée du 10 aussi, par lequel on peut aller au parking. Et à partir du parking aussi, on peut monter dans le bâtiment. Déjà 2 portes donnent accès à l'immeuble, mais on peut aussi entrer quelques mètres plus loin. Salut! Au numéro d'à côté, 2 nouvelles portes. Allez-y. Voilà, vous avez l'entrée du 6. Ça, c'est pour aller au parking. L'immeuble, si facile d'accès, était régulièrement squatté. Souvent, quand j'arrivais le matin, j'ai trouvé des gens couchés par terre, des gens qui dormaient à main le soir sur des cartons. Ici, comme au premier, comme au deuxième, comme au troisième, dans toutes les toilettes. Donc, souvent même, j'étais menacé. Ah oui, parce que j'étais menacé par certains. Il y a des gens d'autres avaient des chiens, d'autres même sortaient le couteau. Certaines entreprises avaient même alerté le commissariat. Quelques jours avant leur emménagement, les responsables de Charlie Hebdo participent à un audit de sécurité. Il y a eu une visite avec les services de la ville de Paris, avec les services de la préfecture, avec les services de protection, de l'intégralité de l'immeuble, des locaux, des issues de secours, du parking. Dans son audit, la préfecture de police recommande à Charlie Hebdo d'installer un digicode devant leur porte au 2e étage, un visiophone et de construire un sas à l'entrée de leur local avec 2 portes successives. Le journal emménage sous le nom de sa maison d'édition. Un digicode est bien installé, le sas, lui, ne sera pas construit. Le journal rencontrait de grosses difficultés financières. Il y avait une porte en bas avec un code, un appel, un digicode, il y avait un autre code en haut. Les panneaux n'avaient pas été très bien signalés exprès, donc on se disait qu'on était plutôt en sécurité, quoi. L'adresse est tout de même écrite dans l'ours du journal. C'est une obligation légale. Et elle est aussi accessible sur les pages jaunes. Je suis allée voir mon responsable et je lui ai dit « On est sous le nom de Charlie Hebdo dans les pages jaunes, est-ce qu'on l'enlève ou pas ?» Et il m'a dit « Oui, on l'enlève ». Donc ça devait être fait. D'ailleurs, ils ont rencontré quelqu'un des pages jaunes, certainement dans le courant du mois de décembre, je crois. La réceptionniste s'étonne de ne plus avoir de visiophone. J'avais demandé est-ce que j'aurais de nouveau une caméra devant la porte et on m'a dit que non, parce qu'on n'avait pas la possibilité de le réinstaller. L'interphone de l'immeuble, il n'y avait pas de caméra non plus. Des fois, quand j'allais ouvrir la porte, je me disais, ça se trouve, c'est quelqu'un qui va être armé. Mais bon, c'était des pensées qui duraient 1 seconde, quoi. Je suis pas spécialement parano, donc moi, la sécurité me paraissait ne pas poser de problème. Le journal est quand même un journal fait de liberté. C'est pas une chose qui est dans la culture de Charlie Hebdo de parler de la sécurité. Comme à leur précédente adresse, une voiture de police est stationnée 24 heures sur 24 devant la porte principale du bâtiment. Sur Internet, cette image filmée l'été dernier en atteste. Nous la présentons à l'ancien commissaire de police du service de la protection. À première vue, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un dispositif très léger. On a une voiture avec 2 policiers, il n'y a pas de barrière de sécurité sur le trottoir, il n'y a pas de car de police et je ne vois pas de policiers à l'entrée non plus. Non. Selon lui, c'est le dispositif mis en place depuis les attentats qui serait le plus efficace. On doit mettre des mesures de sécurité passives autour du journal, c'est-à-dire des barrières de sécurité, un quart de police ou de gendarmerie, pas avec 2 policiers, mais avec 5 ou 6. La menace de Al-Qaïda est une menace à prendre au sérieux, c'est pas une menace en l'air. Mais en septembre dernier, le dispositif évolue. La voiture de police disparaît devant l'immeuble. Les responsables de la préfecture nous expliquent que cette protection était peu efficace à cause des multiples entrées autour de Charlie Hebdo. Ils la remplacent par une patrouille de policiers en voiture qui fait le tour de l'immeuble toutes les demi-heures. Cette protection devant Charlie Hebdo avait déjà suscité une polémique.
un syndicat de police demandait la suppression de cette surveillance en bas de l'immeuble et posait la question, le service peut-il se payer ce luxe ? Pourquoi Alliance écrit ce tract en 2013 au moment où Al-Qaïda appelle à tuer Charb ? Écoutez, Alliance a une politique syndicale connue de tous. Depuis de nombreuses années, nous demandons la fin des tâches indues, ce que nous qualifions, nous, syndicalistes policiers, de tâches indues, à savoir les gardes statiques. Ce n'est pas le cœur de métier des policiers nationaux. Disons-le clairement, lorsque vous passez plusieurs heures devant un bâtiment, votre attention est moins présente lorsque vous êtes en patrouille dans un quartier déterminé avec une mission précise. Cette position traduit le climat qui régnait avant l'attentat. Que pensez-vous du choix de lever la garde statique et de la remplacer par une patrouille ? L'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir des barrières de sécurité, des statiques ici, et faire des rondes et patrouilles. Quand vous faites une sécurité passive et qu'il ne se passe rien pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans ou 3 ans, ben, tout le monde dit que ça ne sert à rien. Voilà. Et après, c'est l'habitude qui prend le dessus. Et c'est comme ça qu'on va à la catastrophe. Alors que la protection de Charlie Hebdo est allégée, le danger terroriste s'amplifie en France. Le chef de l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, déclare le 15 septembre « La question n'est plus de savoir s'il y aura un attentat, mais quand ?» Le même jour, un journaliste de notre équipe fait une curieuse rencontre. Devant le bâtiment, je vois une voiture en fait, qui circule tout doucement dans la rue. Le conducteur me voit, il met les warnings et il vient se stationner juste à côté de moi, les vitres ouvertes. J'entends cette phrase « On va leur apprendre à critiquer le prophète ». Le conducteur se retourne vers moi, donc tourne sa tête et me dit « C'est bien ici les locaux de Charlie Hebdo. C'est bien ici qu'ils s'amusent à faire des caricatures du prophète, etc. » Il cherchait une confirmation. Et puis il me prononce ces phrases. Il me dit « De toute façon, je pense que c'est ici. Et on les surveille. On viendra les voir, vous leur ferez passer le message. » Il sort de son stationnement, et quand la voiture part, je note la plaque d'immatriculation sur mon téléphone. Notre journaliste croise l'un des gardes du corps de Charb, le directeur de Charlie Hebdo, et lui raconte l'incident. Il lui décrit l'homme avec précision. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais j'ai cru ce qu'il me disait. C'est-à-dire, j'ai vraiment pensé que cette menace n'était pas une menace à prendre à la légère. Il avait vraiment un petit sourire, le sourire de quelqu'un qui sait. C'est d'ailleurs une image qui me reste beaucoup, c'est-à-dire une détermination sans faille, quoi. Le policier rédige un rapport pour sa hiérarchie. Le ministère de l'Intérieur nous affirme que l'homme a été identifié avec la plaque d'immatriculation, mais que rien d'inquiétant n'apparaissait. J'attends quelques jours et puis je ne reçois toujours pas de coup de fil de la part du commissariat. Et en fait, jusqu'à l'attentat, je n'ai pas reçu de coup de téléphone. Je vous avoue que j'ai été assez surpris de ne pas avoir été contacté. Cette menace n'est suivie d'aucun renforcement de la protection policière. À la fin de l'automne, les pressions contre le journal continuent. Fin novembre, quand on a lancé l'appel aux dons, il y a eu une journée, on n'a reçu que des appels menaçants. Ça devenait tellement habituel qu'on n'y fait plus attention à ces appels. Ça devient presque une habitude de se faire insulter et de s'entendre dire qu'on va brûler vif. Nous avons découvert que les terroristes auraient profité de l'entrée souvent libre dans l'immeuble pour effectuer des repérages. Certains voisins de Charlie Hebdo ont fait d'étranges rencontres. Avant Noël, sur le même étage du journal, un voisin se retrouve nez à nez avec un homme agressif qui semble chercher son chemin. Le ton monte, finalement, l'homme repart. Après l'attentat, le voisin va reconnaître précisément Hamedi Koulibaly, le tueur de l'hypercachère. Il ne veut pas témoigner devant la caméra, mais affirme que s'il avait été prévenu à l'époque des menaces contre Charlie Hebdo, il aurait appelé la police. La veille de l'attentat, le patron d'un atelier de décoration au premier étage arrive tôt à son bureau. Vers 8h15, en rentrant dans l'immeuble, je vois 2 personnes dos au monte charge en train de discuter, qui vont regarder de manière assez étonnante, parce qu'à cette heure-là, effectivement, il n'y a pas grand monde. Il y a un échange de regards assez vif. Vous êtes chez vous et que des gens vous regardent et que vous avez l'impression de les déranger, c'est étonnant. Le voisin pense reconnaître le grand frère Kouachi. Selon l'enquête judiciaire en cours,
le portable de Saïd Kouachi a bien été localisé dans le quartier quelques jours avant l'attentat. Le jour de l'attaque, peu avant 8 heures, un autre membre de l'atelier de décoration croise un homme suspect devant la porte de l'immeuble. Je l'ai fixé dans les yeux, d'un air interrogatif pour savoir ce qu'il faisait là. Il est resté fixe, immobile, d'un air déterminé, avec un regard clairement menaçant. Je suis rentré et j'ai repoussé la porte. J'ai senti une résistance, je ne sais pas si elle vient de la porte ou de la personne, mais enfin en tout cas, j'ai eu l'impression que la personne voulait rentrer derrière moi. 11h20, les frères Kouachi arrivent rue Nicolas Appert. Ils tentent d'entrer dans l'immeuble par l'un des côtés. Sans succès. Ils tirent en l'air. Puis ils se rendent au 10. Dans la loge, ils abattent le responsable de la maintenance. Dans notre agence de presse, l'un de nos journalistes entend les premiers tirs. J'ai entendu 2 bruits sourds qui ont attiré mon attention, mais pas plus que ça. Et en fait j'ai réagi quand j'ai entendu un de nos collègues parler d'hommes avec des calaches. Et l'association des deux, les bruits et cette phrase « homme avec des calaches », tout de suite ça a fait tilt, quoi. Enfin, je savais que c'était une attaque terroriste sur Charlie Hebdo, c'était sûr. Là, je me suis dit comment on fait pour prévenir Charlie, quoi. Enfin, Charlie et le reste de l'immeuble. J'ai pensé à un moment, j'ai vu le boîtier à l'arme incendie et je me suis dit, oh mon Dieu, ce serait une très très mauvaise idée. Parce que tout le monde serait sorti dans les couloirs si on avait actionné l'alerte incendie, donc c'était pas une bonne solution. Les 2 terroristes pénètrent dans le bâtiment. 11h23, le collègue de l'agent de maintenance appelle police secours. Il précise que les tireurs sont cagoulés et armés de fusils. 11h24, la police lance un premier appel radio indiquant des coups de feu au 10 rue Nicolas Appert, mais sans mentionner les fusils ni Charlie Hebdo. Les 2 tueurs se trompent d'étage. La factrice s'est présentée pour remettre un recommandé. Un homme est rentré, cagoulé et avec un kalachnikov. Il y avait un deuxième qui était en couverture et les a mis en joue et ont dit « Assis, assis, on vous fera pas de mal. Où est Charlie ?» Ils ont tiré tout droit. La balle traverse la porte du bureau et la fenêtre. J'étais là, sur mon bureau. Donc on s'est tous retrouvés dans cette pièce. On a appelé la police. Il était 11h27. Pendant ce temps, à Charlie Hebdo, la conférence de rédaction touche à sa fin. Coco, la dessinatrice, passe devant moi et puis elle me dit on va fumer. On prend les escaliers. Arrivé au rez-de-chaussée, on entend d'en haut quelqu'un qui appelle Coco. J'ai crié parce que l'accoutrement m'a fait peur en fait. Cagoulé, armé. Première pensée, j'ai cru que c'était des policiers. Deuxième pensée, quand ils ont attrapé violemment Coco, c'est des terroristes. Et c'est là que l'autre m'a dit « Toi, tu restes là ». La porte s'est refermée entre eux et moi. Je suis ressortie du bâtiment tout de suite et je suis tombée sur Luz. Je savais que c'était le jour de son anniversaire. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» pensant que c'était une blague de sa part. Et là, j'ai compris et je suis devenue folle, quoi. Ce que j'ai compris. 11h28, les 2 tueurs forcent la dessinatrice à faire le code des bureaux de Charlie Hebdo. La caméra de l'accueil filme les 2 frères Kouachi armés de kalachnikov, l'un devant la porte d'entrée, l'autre devant un bureau. À ce moment-là, il n'y a qu'un seul garde du corps auprès de Charb. Le second est sorti. La règle n'imposait pas la présence des 2 policiers dans la rédaction. Ils sont en train de tirer en bas, là. Putain, ils sont en train de tirer sur Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit... Ils tirent sur Charlie Hebdo, putain. Une partie de l'équipe de première ligne tente de fuir par le toit. Chez Charlie Hebdo, les frères Kouachi viennent d'assassiner 10 personnes, dont le garde du corps de Charb, qui n'a pas eu le temps de tirer. Un nouvel appel radio de la police est plus précis. Il mentionne plusieurs coups de feu, 2 individus cagoulés, munis d'un fusil.
mais toujours aucune référence à Charlie Hebdo. 11h30, 3 policiers arrivent à VTT. À gauche, à gauche! Chut. À gauche, c'est la rue Appert. 3 policiers de la BAC sont arrivés très vite, avant les VTT. On ne les voit pas sur les images. Les tireurs sortent de l'immeuble et ouvrent le feu. Là! Ils visent ensuite les policiers à VTT vers la droite. Baissez-vous, baissez-vous, baissez-vous. Baissez-vous. Avez-vous encore? Des ouvriers filment depuis le toit de l'autre côté. Face aux armes de guerre des terroristes, les policiers, après avoir tiré eux aussi, se sont mis à couvert. Les autorités avaient prévu plusieurs scénarios d'intrusion, mais pas celui du 7 janvier, où les terroristes ont forcé un membre de l'équipe à faire le code. Pour moi, la faille évidente, c'est que sa garde rapprochée, c'est-à-dire les 2 personnes qui l'accompagnaient, ne pouvaient absolument pas assurer la protection et de Charb et des locaux de Charlie Hebdo, et en plus de l'équipe qui était là. Ce n'était pas possible. Et depuis l'arrivée de Charlie Hebdo, aucune procédure de secours n'avait été prévue pour les voisins. Après coup, on se dit que voilà, quoi, il n'y avait pas de procédure d'urgence définie, ni par nous, ni par personne d'ailleurs. Peut-être s'il y a des leçons à tirer à l'avenir, c'est mieux intégrer les voisins et les gens qui travaillent à côté de cibles potentielles pour qu'elles réagissent correctement, quoi. Enfin, dans les premiers appels radio des policiers, le nom de Charlie Hebdo n'est pas prononcé. La menace terroriste contre le journal ce jour-là n'a pas immédiatement résonné.